Alors sur cette manière de rédiger, d'abord vous le racontez évidemment extrêmement bien, puisque vous êtes un conteur, vous êtes un historien, mais vous êtes aussi un romancier. Euh, Cette manière de le raconter, revenons à votre livre, vraiment, la structure du livre. Il y a le contenu, bien entendu, mais ce qui m'a vraiment, moi, interpellé, je vous l'ai dit, je n'ai pas encore tout lu, hein, mais je crois que c'est votre présentation qui m'a invité à le parcourir à des périodes précises qui m'intéressaient ou qui m'ont accroché. Et alors, je vais le montrer à la caméra, je ne sais pas si ça va être très visible, mais il y a une timeline, vraiment une ligne de temps Oui. qui est sur toutes les pages, pratiquement, même pas pratiquement, sur toutes les pages, pour bien nous rappeler cette structure qui est la suivante. Vous commencez par la Chine archaïque, le Premier Empire et la dynastie des Han. Le Moyen-Âge chinois, on a commencé à le survoler, avec deux petits points, la Chine divisée. L'âge d'or, qui est l'empire des Sui et des Tang. Puis vous enchaînez avec l'empire mandarinal des Song, etc. Et on arrive jusqu'à la Chine d'aujourd'hui et de demain. C'est une idée à vous, ça, cette timeline qui nous suit Si partout vous voulez, qui... comme c'est un livre d'histoire, le parti pris évidemment est chronologique, il y a quand même un premier chapitre qui est sur le monde chinois. C'est un chapitre transversal. Géographie, oui. Géographie et ce que je vous disais au début sur la démographie pour que les lecteurs comprennent bien où on est, hein, Ouais. et où je vais les emmener. Bon. Et ensuite, le parti que j'ai adopté, qui est un parti tout à fait classique, hein, de la division entre la Chine archaïque, ensuite l'Empire, et puis qui montre d'ailleurs qu'à certaines époques, la Chine s'est divisée. C'est-à-dire que Oui. la Chine n'a pas toujours réussi à garder son unité territoriale. Hein. Non, il y a eu des hauts et des bas. Il y a eu des hauts et des bas, et il y a eu même beaucoup de bas, et en particulier une période qui, je pense d'ailleurs, dans l'esprit des gens en Chine, reste encore comme une période très noire, c'est la fin du 19e siècle et la guerre de l'opium. C'est-à-dire à l'époque où la Chine est en butte à l'impérialisme occidental, qui lui a les armes grâce à la poudre explosive, et donc fait face fait des intrusions très meurtrières en Chine, qui met à sac le palais d'été, qui oblige, puisque c'est la guerre de l'opium, les Chinois, qui empêche les Chinois de mettre des barrières à l'entrée de l'opium qui est produit par les Anglais en Inde. Donc c'est un peu comme si aujourd'hui on voulait obliger la Chine à importer de la cocaïne, hein, si on produisait de la cocaïne quelque part. Bon, donc si vous voulez, une période très sombre, parce que comme en plus à l'époque la Chine, les empereurs sont mandchous, ne sont pas des Han. Donc il y a un problème de légitimité qui se pose entre le peuple Han et ses dirigeants. Les dirigeants Han, les dirigeants mandchous sont incapables de se défendre correctement face à cet impérialisme occidental, ce qui a donné les fameux traités inégaux, hein, qui fait que la Chine, que l'Occident arrive comme ça à prendre un certain nombre de ports, Tianjin, Shanghai, avec des concessions Qingzhou pour les Allemands. Voilà. Il y a encore des traces aujourd'hui. Oui. Tout à fait. Et donc, si vous voulez, la Chine a été victime de l'impérialisme et du colonialisme occidental. Bon, donc ça, si vous voulez, c'est resté. C'est l'une des raisons, je pense, qui a abouti d'ailleurs à la victoire des communistes. Hein, c'est que les communistes ont proposé la réunification de la Chine dans une optique anti-occidentale qui correspondait au ressentiment que la population avait par rapport à l'Occident, compte tenu des événements et même, disons-le, des crimes commis par les Occidentaux en Chine, et ensuite d'ailleurs par les Japonais. Hein. Bon. Donc il y a eu un nationalisme anti-occidental sur lequel ont surfé les communistes, et Mao qui apparaît comme le nouvel empereur, qui réunifie le territoire et qui lave l'honneur, qui sauve l'honneur des tragédies que la Chine a vécues entre 1850 et 1945. Hein, voilà. Oui, c'est ça, parce que là, c'est vraiment non-stop. Hein, C'est non-stop.
c'est un pays en décomposition, En lambeaux, oui. avec des seigneurs de la guerre, des empereurs à Pékin qui contrôlent plus grand-chose. Donc voilà, si vous voulez... Et des intrusions. Et des intrusions notamment occidentales. Donc une japonaises, quand on discute. japonaise, ensuite la guerre sino-japonaise qui a été terrible, et d'ailleurs qui explique aujourd'hui le ressentiment qu'ont les Chinois par rapport aux Japonais. Hein. Le Japonais n'est pas très bien vu en Chine, les Américains non plus d'ailleurs, pour d'autres raisons. Ça, c'est plus pour des raisons idéologiques que pour des raisons historiques, mais les Japonais, c'est évidemment pour des raisons historiques. Le paradoxe étant que le Japon, aujourd'hui, est un pays qui vieillit, la population vieillit, et qu'il y a de plus en plus de Chinois qui viennent au Japon pour s'occuper des vieux Japonais dans les maisons de retraite. Donc je peux prendre le pari, sans me tromper, que dans 100 ans, le Japon sera probablement une province chinoise. Bon, eh bien, c'est une information, mesdames, messieurs. On le note. Rendez-vous dans... Vous avez dit combien de temps? 100 ans. 100 ans. Je suis généreux. Bon, ok, d'accord. Je reviens à cette présentation du bouquin. Je reviens vraiment parce que, au-delà du contenu, et vous êtes là pour nous le raconter de toute façon, le contenu, on a parlé de cette timeline, donc de ce temps qui est bien inscrit sur toutes les pages. Ensuite, comment vous y êtes pris? C'est vous qui avez l'idée de cette mise en page, avec vraiment des... Comment on pourrait appeler ça? Il y a des petits pavés. Des petits pavés d'une couleur différente, jaune sur... Oui, mais c'est pour rendre la lecture la plus accessible possible. Et souvent, c'est assez court. Donc, c'est pour ça que la lecture est très agréable, parce que finalement, on ne rentre pas dans un pavé... non, c'était pas le but. Hein, parce qu'il y a des livres... Il y en a qui sont remarquables sur l'histoire de la Chine. Hein, bon, mais qui, effectivement, sont bourrés de notes, sont très denses, passionnants. Hein, bon. Mais moi, mon but, c'était... je m'adresse au public cultivé, certes, hein, qui s'intéresse à ce qui se passe sur la planète, mais qui ne connaît pas la Chine et qui n'a pas envie de se prendre la tête. Ouais, d'accord. Donc, j'ai essayé de faire quelque chose qui soit le plus accessible, le plus agréable, avec des petits traits un peu humoristiques. Enfin, bon, pour essayer de raconter les choses en des termes simples, et puis avec un petit clin d'œil de temps à autre. Des clins d'œil, effectivement, et puis aussi un style. Parfois, on a l'impression d'être dans un roman. C'est ma perception, en tout cas. C'est également une de mes marques de fabrique. Hein. J'essaye de raconter ce qui se passe en Chine, ce qui s'est passé en Chine il y a 5000 ans, et puis ce qui se passe aujourd'hui en Chine, et puis de donner des pistes pour qu'on essaie de comprendre ce qui se passera demain.